On s'est quitté hier, c'était pas long, on en est à l'épisode 11. On s'est quitté avec un morceau de choix, on avait entendu du Morten Feldman, des choses qui poussent à être attentif à ce que le spectateur soit aux aguets, à l'affût. Et j'ai commencé à dire que depuis hier et sur les jours qui viennent, notamment avec le monsieur qui me sert de fond d'écran ici, John Cage, ça s'écrit Cage, et Merce Cunningham, le danseur, qui vont à eux deux révolutionner l'art, et le troisième, le plus important, Robert Rauschenberg, qui, en plus d'être beau garçon, va transformer tout l'art du XXe siècle, quand même, c'est pas rien. Il y a Warhol et lui en lutte, et en plus, ils ont un an d'écart, c'est une sorte de tension entre les deux qui est passionnante, mais Rauschenberg invente quelque chose, si on devait les départager, c'est pas si simple que ça, mais il invente quelque chose que je suis en train d'évoquer là, c'est ce passage du moderne au contemporain, on y reviendra souvent, qui est mon sujet, c'est le moderne, c'est faire table rase de ce qui se passait avant, et comme le dit Nathalie Heinisch, la sociologue qui a analysé ce paradigme de l'art contemporain, qu'est-ce qui fait particulièrement que l'art contemporain serait quelque chose de différent de l'art moderne. L'art moderne, c'est le régime de la singularité, ce qui est chaque individu doit être différent, doit être original. L'exemple absolu, c'est Van Gogh. L'art contemporain, c'est déjà le décalage vers non plus cette singularité, mais une œuvre, et c'est là où Rauschenberg en est déjà l'inventeur, une œuvre, et c'est pas seulement l'objet, la pièce qui va être importante, la pièce physique, c'est l'environnement, ce qu'on a vu hier avec les white paintings, c'est pour ça qu'on était dans quelque chose d'assez assez précis, pointu. Le discours qui est autour, qui va avec, avant, après, ce qu'on sait, ce qu'on va apporter de son savoir, et l'interaction qui se crée entre l'artiste et entre l'œuvre, l'artiste, le spectateur. Ça va être particulier au contemporain. Ce qui va, si je vais vite, en suivant Nathalie Heinisch, développer tout ce qui est médiation, en fait, qui s'enseigne en France depuis moins de 10 ans, finalement. Un petit retour en arrière très mignon avec un livre merveilleux. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit de lire un bouquin. Black Mountain College, c'est le collège de la Montagne Noire. Alan Speller, 21 € aux éditions La Lettre Volée. Une merveilleuse chose où j'ai appris des tonnes de trucs sur ce collège qui est un peu une légende qui naît d'un souhait d'un prof. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des enjeux entre la pédagogie et la création qui sont tout à fait passionnants, qui sont au cœur de ce qui va se passer là. Et si John Cage, le musicien, Cunningham, le danseur, enseigne au Black Mountain College, Robert Rauschenberg va y être élève. Et si c'est légendaire, alors ce sont des chiffres qui sont toujours rassurants. La première année, on est dans les années 40, il y a 9 élèves, 9 étudiants inscrits. C'est une école privée, il a un peu de mal, Andrew Rice, à le créer. Il s'est fait virer d'une école parce qu'il a des façons de travailler. Et c'est là où on est au cœur de notre sujet de ce qu'est-ce que le contemporain et même qu'est-ce que l'enseignement, en fait. Si on a, dans le paradigme classique, on a un modèle qu'on doit reproduire et faire à l'identique. Dans le paradigme moderne, Van Gogh est un bon exemple, on va créer à l'intérieur de soi, extraire quelque chose qui soit très, très particulier. Et Nietzsche fait le lien dans un autre de ses livres avec le régime démocratique, où on est tous tellement pareils qu'il faut quelque chose d'un peu singulier. Dans la partie qu'on va appeler contemporaine, que je ferai commencer dans ces années-là, donc 30, 50, il y a quelque chose de l'expérimentation. C'est-à-dire, on va jouer, on va chercher, on va découvrir. Le Rice qu'il a créé est proche de ce John Dewey, qui est un philosophe qui s'intéresse beaucoup, qui est un pragmatique américain, qui s'intéresse beaucoup à cette idée de l'apprentissage. Et on va surtout y retrouver cet homme qui est très important, qui s'appelle Joseph Albers, dont vous avez peut-être un petit souvenir, parce qu'il peignait de cette façon-là dans l'école du Bauhaus où il enseignait. Il s'est beaucoup intéressé, il a fait de la typo, il s'est intéressé aux arts de façon la plus ouverte possible. Et Rice, qui crée cette école, va entendre parler de lui par Philip Johnson, le grand architecte américain. On est dans les années mi-temps des années 30, et donc les Européens fuient
l'Europe. Et donc, il va y avoir une sorte de petit village, on est en Caroline, à Black Mountain College, d'Allemands, avec des gens qui viennent de partout pour enseigner. Joseph Albers prend la direction de l'école et avec Annie Albers, sa femme, qui va y enseigner la tapisserie, ils vont à la fois faire quelque chose un peu comme le Bauhaus, c'est-à-dire recherche, création. Je vous rappelle que Albers a travaillé toute sa vie sur des carrés dans des carrés, mais sur un livre qui est important, l'interaction des couleurs, c'est-à-dire comment une chose agit sur l'autre. Et c'est là où déjà on est dans ma bascule moderne contemporaine, c'est-à-dire il ne s'agit plus de faire une œuvre, il s'agit de voir l'effet qu'elle produit sur le spectateur, il s'agit de voir l'effet qu'elle produit sur ce qui l'entoure. Et donc comment l'espace autour va être un lieu aussi important à penser que l'œuvre elle-même. Ce qui ressemble à mes white paintings de Rauschenberg, on peut penser qu'il était sur de la provocation à la limite de ce que pourrait être l'art, mais il est en train d'accompagner ce mouvement de transformation. Alors Albers va être engagé comme il va y être 15 ans prof. Certains, il y a des témoignages. C'est une sorte de légende parce que vous allez voir la liste des profs et il suffirait de citer donc Twombly ou Rauschenberg ou Arthur Penn comme élèves qui en sont sortis. Ça suffit pour, pour en faire un endroit de légende, mais un endroit d'expérimentation qui va ressembler à la question que les wine paintings posaient. Alors, on a avec Joseph Albers des critiques sur le côté un peu trop exercice Bauhaus, de dessin, d'observation, mais aussi d'expérimentation. On a des choses qui viennent aussi du Bauhaus sur le rapport au corps, sur la danse. C'est aussi un collège qui n'est pas un collège dédié à l'art, c'est un collège de formation générale, mais dans lequel l'art a une grande part, et où il y a toutes sortes de mômes. Et surtout, c'est ça qui va nous servir de lien, ce que pardon Françoise, ça doit se dire en allemand Werk. C'est quelque chose qu'on trouvait comme enseignement au Bauhaus déjà qui s'appelle matériaux. Alors, matériaux en anglais, il y a une ambiguïté, mais c'est la matière en fait, c'est-à-dire des endroits où on va dessiner dehors, regarder des troncs d'arbres, regarder des feuilles, regarder comment le matériau lui-même va être un lieu d'expérimentation, de recherche pour participer à la peinture. Quand on regarde les enseignants, voilà, on a Joseph Albers et sa femme, John Cage en musique, Merce Cunningham en danse, De Kooning qui va être important dans notre conclusion du jour, Feininger, que je vais vous montrer tout de suite, qui était un artiste du Bauhaus, Franz Klein, qui est un peintre aussi de l'école de l'action painting, avec Motherwell qui est juste après, Olson qui est poète, Buckminster Fuller qui est le grand architecte qu'on va regarder tout de suite, Clément Greenberg qui est le théoricien dont je vous ai parlé jusque-là, et Walter Gropius, qui était l'ancien directeur du Bauhaus. Voilà, il s'agit d'une école d'observation, en fait, de savoir comment on regarde les choses. Si je vais un peu vite, à part cette confrontation recherche, avec des artistes qui vont intervenir pendant l'été aussi, qui sont des occasions de découverte assez nouvelles. On a dans ce petit livre dont je vous parlais, Fernand Léger a voulu y enseigner aux enfants, il est passé, dont je vous ai parlé, ça aura une grande influence, son travail sur la peinture américaine et inversement. On va le proposer à Pollock, à Gottlieb, qui est aussi un autre peintre abstrait américain qu'on n'a pas pu voir. Franz Klein va y enseigner. Je profite qu'il y enseigne pour montrer une peinture qui est pour moi l'équivalent, mais plus fort encore de ce que fera Soulages dans ces années-là. C'est quelque chose sur le signe, quelque chose qui, c'est l'enjeu de notre transition demain également, de cette peinture abstraite, tachée, quelquefois ton sur ton liquide, qui pousse l'observateur à regarder. On est aussi avec un travail donc, sur le contour, sur la netteté, sur les matériaux, c'est-à-dire sur la matérialité de ce qui est devant nous. Entre l'étude de matière, de matériaux, de la façon qui pousse à regarder, et le signal, le signe, le sens, on pourrait dire. Il y a un peintre, Laurence, à droite, qui vient y enseigner, ce qui n'est pas banal dans ces années-là, vu sa couleur de peau. Motherwell va y passer. Et j'aime bien cette image qui ne vient pas du Black Mountain College. Voilà, il travaille en petit découpage, collage, découpage, voilà l'enjeu de recherche qu'on va retrouver chez Rauschenberg dans cette deuxième série que je vais vous montrer aujourd'hui, tout aussi arbitraire, forte. Feininger, le professeur au Bauhaus,
Et puis Jean Varda, dont voici un merveilleux portrait, des peintures plus naïves, le tonton d'Amérique de Agnès Varda, qui va faire un très bon Uncle Yanko, un petit court-métrage que vous pouvez trouver, il fait 17 minutes, de 67, de Agnès Varda, il est en ligne. Et puis, lors de ces ateliers d'été, c'est une trouvaille pour avoir d'autres élèves d'une autre façon, un des grands sculpteurs à venir, Buckminster Fuller, va s'amuser à créer à partir d'outils de rien du tout, autoportants, une sorte d'architecture de l'expérience, elle aussi. C'est-à-dire, vous voyez le principe, si vous avez des petits systèmes de fixation et que tout le monde tient en même temps, voilà, ils tiennent juste avec un bras ici, et le système tient de lui-même. Géodésique, ça veut dire le plus court chemin entre deux points. La première année, d'ailleurs, ça va rater, les outils qu'il a, la pluie, ne vont pas permettre de réaliser cette architecture, mais on est dans l'expérimentation, dans des sortes de camps d'été dans lesquels on va pouvoir s'amuser, chercher, faire autrement que ce qu'on fait, aller vers autre chose. Arthur Penn, qui réalisera Bonnie and Clyde notamment, mais un grand réalisateur va y être élève, et le copain de Rauschenberg, Cy Twombly, qui va, plus encore que Rauschenberg, travailler sur cette idée de trace, d'immédiateté qu'on avait vu déjà en Europe, de notamment, par exemple, dessiner sur un tableau noir effacé, redessiner, re-effacer, c'est-à-dire emmener la peinture et le dessin vers la trace, vers la marque d'un signe, d'un geste, comme si ce que l'on avait sous les yeux n'était pas important, mais qu'il soit là pour nous faire deviner quel est le bras qui l'a fait. Remonter tout doucement vers la source. Et puis le Black Mountain College sera célèbre parce qu'en 1952, on y viendra bientôt, aura lieu avec John Cage, Rauschenberg qui donne un coup de main, qui met des disques, et Cunningham qui danse, la première happening de l'histoire de l'art. C'est pour ça qu'il est connu, c'est pour ça que c'est une date importante. Si je vais assez vite, hélas, sur Merce Cunningham, j'ai trouvé une petite vidéo qui nous permet, le voilà, grand danseur, très bon technicien, jeune. Il va rencontrer John Cage, qui va partager la création et sa vie. Le voilà au Black Mountain College. Lors de séances d'été, ils vont intégrer les étudiants comme un workshop, c'est-à-dire l'artiste vient avec son travail, mais il y a aussi l'occasion de faire travailler les élèves sur leur propre travail à eux, tous les deux ensemble. Cage à droite, Cunningham à gauche. Cage rappelle, dans ce même livre que j'ai cité hier, qui va me servir d'un point d'appui, voilà, entre nous, une identification parfaite. Je m'entends tellement bien avec Cunningham qu'il aurait pu répondre aux questions que j'avais posées. Voilà, des systèmes de contraintes en fait, qui vont être le point de départ de la création. Et un petit film qui résume très bien l'apport de Cunningham qu'on retrouve sur la danse et la musique. Oui, sur France Culture. Les deux choses sont séparées, mais on existe en même temps. Vous comprenez que si les danseurs répètent dans leur coin, les musiciens dans leur coin, le moment du spectacle va être un moment très puissant pour les deux et pour les spectateurs, puisque mon chapitre 2 consiste à parler de cet art qui veut être vivant et dans lequel l'improvisation va jouer, mais aussi la rencontre fortuite, entre guillemets, de plusieurs éléments qui créent une densité au moment de spectacle. Ce travail de composition a été fait séparément de la chorégraphie. Il ne suivait pas la danse. Il connaissait la structure de ma danse, il savait sur quelle structure je travaillais, mais il a composé la musique de façon tout à fait séparée. Vous savez que dans la musique et surtout la relation de notre musique et la danse, nous employons l'hasard. Deuxième façon
de faire réagir le spectateur, de développer son attention au maximum, puisque n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Dans la création avec le hasard, vous devez faire des mouvements dans un ordre qui vous paraît impossible et vous n'êtes pas poussé à les faire. Mais on n'apprend que de sa propre expérience. Et si on essaye de réussir le mouvement, alors on découvre de nouvelles choses. Voilà, c'est encore plus loin. Si le danseur fabrique des phrases qu'il va mettre dans l'ordre qu'il voudra ou que le hasard va déterminer, ce que dit Cunningham va plus loin. C'est pas seulement que le danseur va être surpris, c'est qu'en faisant des choses qui ne sont pas dans l'ordre logique de l'apprentissage, il va découvrir lui-même de nouvelles phrases et des nouvelles façons de les proposer. C'est muni d'un logiciel informatique qu'il continue ses folles explorations du mouvement. Et avec l'ordinateur et avec les opérations par hasard, il est possible de trouver les choses. I would not have thought of that. Je n'aurais jamais pensé. Je pensais de ça. Et là-dessus, le rapport apprentissage, pédagogie et création devient intéressant. Nous travaillons avec le mouvement qui existe sur tout le monde, dans la nature, partout. En fait, il n'y a pas de sous-mouvement. En fait, je crois que tout peut devenir quelque chose et finalement, ça donne une grande liberté parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est tout simple et comme ça, on peut faire un geste puis un autre et on s'aperçoit qu'on a fait une phrase et qu'on peut faire un ballet. Le mécanisme pour la marche, ça reste le même pour tout le monde, mais chaque personne marche différente. Et ça, c'est l'expression. Depuis 1953, Merce Cunningham approfondit une forme d'expression très personnelle qu'il définit ainsi. Dans mes ballets, il n'y a pas à comprendre. Le but est de vous stimuler, vous, public, à voir avec plus d'acuité, à écouter avec plus d'attention, à penser plus intensément. Vous comprenez que le boulot, c'est nous qui le recevons maintenant. L'œuvre n'est pas faite, elle est en un sens ouverte. On verra cette expression avec Umberto Eco qui l'a théorisé plus tard. L'œuvre est là pour être vue de façon différente selon les gens, selon le moment, selon la fois où on le revoit. Mais il ajoute que le spectateur est aussi là pour penser. Il n'est pas là seulement pour recevoir. Il s'agit de communiquer la perception que l'on a du monde sans l'utilisation des mots. Et quelqu'un l'a dit, c'est comme la peinture dans l'espace. C'est un niveau de communication que nous partageons tous, tout le temps, mais nous n'y pensons pas. Et ce que Merce a fait, c'est de nous obliger à examiner la langue elle-même, le langage dans sa forme la plus pure. Votre esprit, si vous changez votre esprit, tout est possible. Voilà, finalement, quand je suis devant une peinture blanche et quand je regarde ce qui est devant moi, je suis obligé d'être plus attentif et ça me questionne sur ce qu'est la peinture et la façon de la regarder. On verra en partie demain que Merce Cunningham est à droite ici et que les toiles, si on peut appeler ça des toiles, le montage qui est autour va être fait par Rauschenberg puisqu'il va sortir la toile de sa planité, il va faire du collage dessus, ça je vais vous l'expliquer tout de suite, mais il va aussi la sortir en 3 dimensions pour que le danseur puisse passer derrière et donc jouer, interagir avec ce qui est autour de lui. Le John Cage dont on parle, il est sur le fond d'écran ici en train de préparer son piano. Sa façon de créer du hasard, c'est la préparation en question, des gommes, des petits trombones, des morceaux de choses inattendues qui font que quand je vais frapper une touche du piano, il n'arrivera pas exactement ce qui était prévu ou ce que je croyais contrôler. Et l'introduction du hasard vient des surréalistes encore, de ce jeu avec l'ailleurs, une sorte de pensée qui serait au-dessus de moi, et du dadaïsme évidemment. Alors la partie la plus intello, la voilà. Accrochez-vous un chouïa, ça devrait bien se passer. Un petit texte de John Cage, parce que ces artistes sont des penseurs aussi, sont des lecteurs. Voilà un texte sur Duchamp qui va compter encore parmi les références. Je me rebase sur ce livre Random Order dont j'ai pris des extraits hier. Et ce que je voulais juste préciser, parce que ça nous permet d'aller plus loin, si vous connaissez l'histoire de l'art, c'est que finalement, ce que dit Cage,
il faudrait éviter, se méfier que l'avant-garde ne devienne pas une institution, qu'elle ne devienne pas quelque chose qui, voilà, le dadaïsme, le surréalisme, ça deviendrait une espèce de style qu'on pourrait employer comme une couleur sur une peinture. Voilà, la première avant-garde, quand elle se réapproprie l'avant-garde historique dont Dada, elle a tendance à transformer l'avant-garde en institution, c'est-à-dire de l'enfermer. Alors, l'idée de mettre le hasard, de décontenancer le public, c'est aussi ça qui va être à l'opération dans le travail de Cage. Il ne s'agit pas seulement de faire moderne pour changer ce qu'il y avait avant, mais de décontenancer l'attente. Alors, c'est là où je veux en venir. L'équivalent, pour faire vite, des peintures blanches que j'ai montrées hier, qui font que tout ce qui est autour, l'ambiance, il parle d'une comparaison entre l'art contemporain et le lait contemporain. N'importe qui va changer l'ensemble. John Cage va faire une œuvre qui est très célèbre, plus célèbre que les white paintings de Rauschenberg, qui s'appelle Silence, qui s'appelle 4 minutes 33, et qui ne contient que ce silence et qui va être nourri, entre guillemets, par tout ce qui se passe dans la salle, on va le voir. Vous devinez que selon chaque soir, ça change tout. J'ai parlé de l'influence du zen, la méditation, d'être attentif à tout, mais ce que Cage précise et que je voulais vous dire aussi, dans son livre, il dit qu'il est possible d'établir une relation, mais finalement, il met côte à côte le Dada et Zen, parce que dans les années 20, Dada, c'est devenu de l'art, juste de l'art. C'est-à-dire, ce qui était une provocation il y a 20 ans, ce qui était revigorant, qui poussait puisque la performance vient des futuristes et des dadaïstes, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dans la pièce, dans un endroit pas prévu pour, avec un scénario, une trame, et qui va jouer de la réaction du public. Tout ça est devenu institutionnel, et à part Marcel Duchamp, on verra plus tard pourquoi, c'est devenu de l'art. Et la question pour Cage, c'est de voir comment on peut sortir, voilà, de ce moment de l'avant-garde où finalement tout commence à se scléroser et à devenir une institution. Voilà, je fais souvent remarquer que Dada aujourd'hui a en lui un espace, un vide qui lui manquait autrefois. C'est-à-dire que finalement, il faut lui redonner une sorte de légèreté. Et c'est ce dont il va s'occuper. C'est pour ça qu'on a parlé à propos de Rauschenberg de néo-dadaïsme, comme si quelque chose de nouveau allait arriver. Vous allez comprendre, parce qu'il ne va pas faire que du blanc et du tout noir. Cage ajoute, le silence comme la musique est inexistant, et il y a toujours des sons, ce que je vous disais hier. Là, il y a un petit livre tout à fait passionnant, toujours des sons. C'est Rauschenberg et lui qui vont s'intéresser à cette idée de vide, puisque Rauschenberg dit aussi qu'une toile n'est jamais vide. Il y a toujours quelque chose à la fois dans l'environnement qui fait que, et puis il y a toujours, il faut l'ajouter parce que c'est ça qui est en dessous de ce que je vous dis là, il y a toujours de l'histoire de l'art avant, en fait. Toujours quelqu'un qui a parlé avant vous, et comme dirait Goethe, si j'avais mieux compris ce qui a été dit avant moi, je me serais bien gardé d'y ajouter quelque chose. Blanc sur blanc, donc c'est le créateur est aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est en étant devant que quelque chose va se passer. Je n'ai pas eu le temps de vous dire hier que Molinagui parlait d'un écran de projection, un des profs du Bauhaus, et il souligne à propos de Malevich et donc de cette peinture ancienne blanc sur blanc, c'est une sorte d'écran de cinéma miniature, le blanc sur blanc, l'endroit où tu vas projeter tout ce que tu peux rêver de voir, tout ce que tu peux deviner, mais il fait une métaphore qui va plus loin, sur laquelle je voulais revenir, c'est que finalement, dans ces zones de construction moderne, avec des vitres, dans ce mur de verre du Bauhaus dessiné par Gropius, il y a cette idée qu'on voit au travers. Alors, on peut voir dedans et on peut voir dehors. L'intérieur et l'extérieur sont inséparables. Le mur, puisque ce sont des poteaux qui portent, il n'y a plus de mur de soutien. Et donc, on a quelque chose qui joue avec ce que déjà on voyait dans le white painting, c'est-à-dire ce que vous projetez de votre esprit dedans va être à l'extérieur aussi. Ce que Molinagui ajoute, il était prof de photo au Bauhaus, l'idée d'un écran de projection et la transparence du verre sont un peu voisines. Et vous voyez le clin d'œil à la dernière œuvre de Duchamp, c'est-à-dire lorsque je regarde le grand verre, dit Cage, il connaît bien l'histoire de l'art, je peux focaliser mon attention où je veux, puisque je peux à la fois regarder le motif qui est dedans et puis je peux regarder au travers ce qu'il y a derrière. C'est la peinture absolue, en un sens, le rêve de la peinture, d'être la transparence. Et cela m'aide à brouiller les limites entre l'art et la vie, et cela génère une sorte de silence à l'intérieur de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire
entre guillemets, elle se fait museler par ce qui se passe derrière, qui lui vole la vedette. Et ces silences-là, voilà, rien ne m'oblige à regarder une partie plutôt qu'une autre. Je vais entrer dans l'œuvre et je peux simplement voir à travers elle le monde qui se situe au-delà. C'est ça qui va intéresser Cage dans son 4 minutes 33, la durée du morceau, si je peux dire ça, que vous allez comprendre, il n'y a pas besoin de l'expliquer beaucoup. Hein. Par contre, une dernière chose, c'est que le terme qui va avec le philosophe Adorno, qui n'était pas très loin, on parle de musac, c'est-à-dire la société des années 40, 50, commerciale américaine, fait qu'il y a de la musique partout. Et cette musique partout, il l'appelle le musac, un jeu de mots. Voilà, l'idée d'une musique ambiante commerciale continue. Et finalement, il y a dans le rapport à la musac de ce morceau simple de 4 minutes 33 de silence finalement, de vide, l'idée de faire silence par rapport à tout ce qui vient autour. Alors, le livre précise qu'il y a quelque chose en rapport avec Maître Eckhart, le théologien du Moyen-Âge. Et puis, avec cette idée, on pourrait croire que la chambre silencieuse qui fait qu'on n'entend rien, anéchoïde, serait la source de Cage. Et en fait, pas du tout. C'est que ce qui intéresse Cage dans 4 minutes 33, c'est qu'il y ait du bruit, en fait. Enfin, qu'il y ait du bruit. Ben, que ça vive autour. Et finalement, il y a un rapport, voilà, Cage dit un accès de tout, un pleur de bébé ne ruinera pas une bonne pièce de musique moderne. Et voilà à quoi ça ressemble. Et c'est le moment. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Vous voyez comme ça vous fait du bien d'être un peu dans le silence, ça vous calme, ça vous pose du prof qui parle tout le temps. Voilà, la partition est assez belle hein, finalement de cette pièce. Il faut l'entrée, la notation, l'ouverture du clavier, tout compte évidemment dans l'environnement, toute la provocation de faire silence dans un endroit où on va attendre de la musique. Effectivement, on ne va pas venir que pour ça. Il y a un jeu de l'attente en fait, de ce qui serait devant nous. Voilà, cette immanence qui fait qu'il y a tout ce qui est autour de moi peut compter. La partition en question. Et je montrais cette autre partition parce qu'elle fait penser à la toile de white painting. Voilà. Ce qui a rapport avec la philosophie orientale, c'est cette idée que tout n'est que flux en fait. Tout peut arriver à tous les moments et tout peut changer. Voilà le Rauschenberg et j'ai besoin de vous montrer maintenant une évolution dans le travail de Rauschenberg qui est dans l'esprit de ce jeu du hasard, de cet esprit d'expérimentation appris au Black Mountain College. Et les white paintings, il va les laisser tomber parce que c'est juste un essai finalement. Et Rauschenberg va faire une série de peintures qui est en un sens tout aussi intéressante, tout aussi intrigante, tellement il est dans l'expérimentation. Voilà. Cage va écrire un petit texte sur lui, il ne dit pas, il peint. Il va faire ce qu'on pourrait appeler des peintures noires, mais qui sont saturées de matière, de matériaux, d'objets, de cartons, de terre. Voilà, et, le message est transmis par la terre, qui est collée, mais finalement qui tombe, qui va changer, qui s'effrite. Et voilà, la terre fait sans cesse ma pensée. C'est-à-dire que quand je suis devant une œuvre comme ça,
c'est plus l'environnement qui va jouer seulement, c'est l'environnement qui va interagir avec l'objet qui est en train de se détruire doucement, de se déliter, et qui suppose une sorte de grande précaution quand on va le regarder, et en même temps, voilà, une fragilité, une durée liée à la décomposition naturelle, qui fait que c'est très beau à regarder, c'est très impressionnant, très intimidant en un sens aussi, parce qu'il faut mettre son nez dessus et qu'on ne peut pas, et qu'on aimerait que ça tombe en un sens et on aimerait que ça ne tombe pas non plus. Un art qui rivalise avec la nature, c'est-à-dire pas de finalité, il n'y a rien d'autre à regarder que ce qui est devant moi, non-détermination, il n'y a rien qui va aller dans un sens ou dans un autre, et un changement perpétuel comme je serais devant la mer ou comme je serais devant un temps de quiétude et que je devrais observer. Vous remarquez évidemment que il y a aussi la situation physique du spectateur qui devient important, la taille que je fais, mon entrée, s'il y a des gens autour, ce qu'il y avait déjà dans les white paintings, mais qui va plus loin, et un clin d'œil évidemment à l'action painting, au color field, c'est-à-dire ce champ, je vous ai montré sur les peintures de Newman, il faut être collé dessus pour le regarder. Là, il ne faut pas respirer trop fort quand on est collé, donc il y a une espèce de jeu avec l'écriture, la pâte, la transformation, le fait que des morceaux puissent tomber, mais aussi la façon dont c'est fait, la façon dont des morceaux sont retirés, repris par-dessus, crevables. Et donc, il y a une espèce de jeu, et c'est là, je le disais tout à l'heure, de jeu entre la matérialité de ce qui est devant nous et en même temps le fait que ce soit presque un signe, presque un signal, comme un petit code, comme une petite écriture, comme le faisait Tombly. Les séries des peintures des années 50 de Rauschenberg, j'ai mis cet objet sculpture noir qui va venir après parce que ça m'importait le processus interactif met à l'abri l'auteur des intentions de l'artiste. Il n'y a pas d'intention derrière ça, il y a juste à regarder en fait. Il n'y a pas de truc à comprendre derrière, c'est rien d'autre. Son auteur est aujourd'hui. Il n'y a pas plus fort comme façon de faire vivre le travail. Alors Rauschenberg va aussi faire des recherches avec ses élémentales sculptures, c'est-à-dire des objets récoltés. Vous voyez le lien qu'il y a avec la recherche au Black Mountain College, des objets avec lesquels on doit pouvoir jouer, mais en même temps qu'on n'a pas le droit de toucher, qui sont des sortes d'objets dans lesquels on peut se projeter. Chaque matériau revendique son existence, parce que une des dernières séries après le noir, ça va être des feuilles d'or très très fines, très subtiles, que va montrer Rauschenberg. Mais il dit, c'est un pied de nez qu'on verra demain, puisque le Rauschenberg qui est le plus connu, c'est pas celui-là, c'est pour ça que je voulais aller dessus, c'est celui qui a l'air d'être l'ancêtre du pop art. Il s'amuse à chaque fois à faire une version en or et une version en papier toilette, c'est-à-dire quelque chose de très cher, quelque chose de très médiocre, pour voir comment cette matérialité va être changée et comment le regard des marchands, évidemment, va être pas le même, selon ce qui est sous les yeux. Voilà, avec des mouchoirs en papier. Pour chacune, je fis en or, j'en fis une en papier toilette d'une taille à peu près similaire. Je testais le marché. Je savais que l'or allait être un critère qui allait jouer sur son intérêt. Et puis, j'en ai parlé un peu quand on a parlé de Kerouac. Au Black Mountain College, Rauschenberg, que voici en photo, va s'amuser avec Cunningham. Il va le mettre au volant de sa voiture. Et il va lui demander... ça s'appelle Automobile Tearprint. Il colle des feuilles de papier sur le dessus et il demande pardon à John Cage de monter dans sa voiture sur le pneu de laquelle il avait mis de la peinture. Il lui demande de rouler dessus, faire une sorte de grand happening, finalement de grand événement qui serait la trace de sa route droite et en même temps l'essentiel de la peinture en fait. Un trait, c'est ça la source de toute écriture, de toute peinture. Le protractus, c'est le portrait, c'est laisser un trait et creuser un trait. C'est une des origines possibles du mot, le fait de laisser un sillon. Ce qui est amusant, c'est qu'entre Cage et Rauschenberg, ils se disputeront de façon amusante qui est l'auteur, en fait. Est-ce que je peux être l'auteur de cette impression par un pneu qui l'a conduit, qui a fait l'œuvre? Et le lien était évidemment avec ce grand rouleau que Kerouac avait fabriqué
pour son scénario. Une dernière petite chose. Parce que les Américains sont capables de faire le spectacle où que ce soit. Et j'ai trouvé une façon de vous faire écouter la musique de Cage, celle qui joue du hasard, dans une émission de jeux télé qui s'appelle Performance. Un peu sponsorisé. Winston gives you real flavorful, rich tobacco flavor. What your name is and where you're from? My name is John Cage. I'm from Stony Point, New York. Mr. Cage, and he is from New York. Now, Mr. Cage is a musician. He is a composer. He teaches a course in music at the New School here in New York. And Mr. Cage, if you'll whisper your secret to me, we'll show it to those folks out there, huh? Alors, c'est une émission où l'invité a un secret. Il faut que les joueurs devinent. C'est ahurissant que John Cage fasse dans une émission de jeu télé. Et évidemment, il va lui expliquer avec quoi, et je vais vous le faire écouter tout de suite après, avec quoi il fait de la musique, c'est-à-dire avec des objets de la vie de tous les jours, le hasard entré au maximum dans le monde de la musique, qui va bien évidemment faire beaucoup rire les spectateurs. Je performe avec des instruments. That's very interesting. And there must be more. Les instruments que j'utilise sont un pichet d'eau, une pipe, une bouteille de vin, un mixeur électrique, des cubes de glaçons, des cymbales, un canard en plastique, un vase de rose, un siphon, des radios. All right. I would like to tell you that Mr. Will you tell us quite serious album that Mr. Cage has donc, made as a composer and that have turned in the 5 because these sounds are in no sense accidental. À quoi ressemble l'ensemble? In their sequence. Voilà l'ensemble de ces instruments et le jeu à la fois d'amusement de Cage, on le voit, qui est assez gourmand, et l'improvisation complète dans un timing assez précis, vous allez le deviner, de Cage. Vous voyez à quel point il maîtrise ce qu'il est en train de faire et de ce que cet amusement, qui paraît paraître seulement une provocation, est une façon de déporter ce qu'on attend en fait de l'œuvre, ce qu'on attend du processus d'une œuvre qui nous arriverait tout cuit et qu'on examinerait. On est obligé d'être très très attentif. Et ce qui va me servir non pas de conclusion, mais plus encore mieux de transition, c'est le Rauschenberg qu'on va voir demain, qu'on va voir dans 2-3 jours, sur la façon dont l'art entre dans la vie. On vient de le voir, tous les objets de la vie de tous les jours, les glaçons, boire un coup, la baignoire, l'eau, tout peut devenir art. Mais ce que Rauschenberg va faire, qui va le faire entrer dans l'histoire de l'art complètement, c'est que vous vous souvenez sans doute de l'ami de Kooning, qui est le grand maître
de la peinture abstraite américaine dans ces années-là, qui va avoir une influence énorme sur laquelle j'ai peut-être pas encore assez insisté. De Kooning est ami avec Rauschenberg. De Kooning va donner un de ses dessins à Rauschenberg, ce qu'on voit ici. Et que va faire Rauschenberg et ainsi faire entrer l'art dans le monde du contemporain? Il va exposer cela, c'est-à-dire, ça s'appelle ERAZ de Kooning, ça veut dire de Kooning effacé. Rauschenberg a pris le dessin de son copain, c'est une reconstitution que je vous ai montrée, qu'on a réussi à retrouver par les traces. Qu'est-ce que Rauschenberg fait, qui est l'audace la plus folle de ce milieu du XXe siècle? Il prend le dessin d'un peintre connu, il le gomme. Il n'expose que le résultat de cet effacement. Il le signe en un sens. Et il l'appelle effacé, de Kooning effacé. Il fait entrer ainsi la posture vis-à-vis d'une œuvre, le jeu de s'interroger sur qu'est-ce qu'il y avait avant, comment c'était et qu'est-ce que ça signifie, le processus finalement. C'est le procès qui devient plus important que l'œuvre, puisque ce qu'il y a devant vous, ça a l'air d'être une peinture blanche ou presque rien, et c'est beaucoup plus que ça dans la déconstruction de tout ça. Voilà. Le sens est attribué à l'œuvre depuis l'extérieur. À demain.